La conférence d'ouverture nous est offerte cette année par Nathalie Bolduc, conseillère en génétique au programme de génétique et prévention du cancer du sein à la Fondation Cancer du sein du Québec. Elle va nous expliquer c'est quoi le cancer du sein. Bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de mettre la table et de remettre les bases au niveau du cancer du sein. Si on peut avancer les diapos, s'il vous plaît. Peut-être que vous aurez besoin de ça. Ah oui, merci. Ça va aider. Donc, je vais commencer avec les bases au niveau des chiffres. Donc, le cancer du sein, c'est une femme sur 8 qui va être atteinte au cours de sa vie. Donc, le risque à vie de développer un cancer du sein est de 12 %. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est environ 28 000 femmes à chaque année qui vont recevoir un nouveau diagnostic de cancer du sein. Et même si on parle de cancer du sein chez les femmes, il ne faut pas oublier que le cancer du sein est aussi présent chez les hommes. Et c'est environ 260 hommes par année qui vont recevoir un diagnostic de cancer du sein. Donc, si je prends tous les diagnostics de cancer du sein au Canada à chaque année, on parle, le cancer du sein représente 25 % des nouveaux diagnostics chez les femmes. Donc, c'est de loin le cancer le plus fréquent chez les femmes au Canada. Par distribution d'âge, le cancer du sein peut arriver, on parle souvent après 50 ans, il peut arriver avant 29 ans, ce qui est plus rare. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même dans la zone de 30 à 49 ans, si je prends tous les diagnostics de cancer, thyroïde, sein et autres, 23 % des diagnostics de cancer entre 30 et 49 ans sont des cancers du sein. Donc, c'est vraiment significatif. Et pour les 50 ans et plus, la proportion diminue, mais en général, si on les met ensemble, ça fait environ 32 %. Donc, le cancer du sein est vraiment très présent. Quand on parle de cancer du sein, comment ça se développe? En fait, tous les cancers, comment ça se développe? Le cancer, on dit qu'il est multifactoriel. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que tous les cancers sont d'origine génétique, pas nécessairement héréditaire. On va y revenir dans quelques instants. Mais au niveau de la génétique, ce qu'on parle, c'est que le cancer, c'est une série de mutations, d'erreurs génétiques qui se produisent dans les cellules. Nos cellules, normalement, sont programmées pour mourir et elles sont programmées pour se diviser d'une certaine façon. Une cellule cancéreuse, elle a perdu ces propriétés-là, donc elle ne meurt pas et elle se divise beaucoup plus rapidement. Cette accumulation d'erreurs génétiques, au début, ne cause pas nécessairement un cancer, mais plus il y en a, là, on arrive à ce qu'on appelle un cancer in situ, qui est situé, localisé. Et quand on parle de cancer infiltrant, on parle d'un cancer où les cellules se sont détachées de la tumeur originale et se promènent ailleurs dans le corps. Quand vous si vous avez un cancer et on fait une analyse de votre cancer, on va donner on attribue des mots, des stades, des grades. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Les stades, généralement, vont de 1 à 4. Ça réfère à l'étendue du cancer. Donc, le cancer in situ, qui est localisé, on va parler d'un stade 0. Et quand on tombe dans les cancers infiltrants, on parle de stade 1 à 4. Un stade 1, c'est un cancer qui, quelques cellules se sont détachées, ont atteint un petit peu les ganglions. Et un stade 4, on parle d'un cancer métastatique où beaucoup de cellules se sont détachées, infiltré les ganglions lymphatiques et les cellules se sont attachées ailleurs, dans d'autres organes, comme le foie ou les os, et ont créé de nouvelles tumeurs. On va parler aussi de grade. Quand on prend une biopsie de votre tumeur, on va regarder ça à la pathologie et le spécialiste va regarder si la cellule ressemble encore à une cellule de sein ou si elle est tellement avancée dans son stade qu'elle ressemble, elle ressemble plus à une cellule de cancer du sein. Donc, on va parler de grade 1 à grade 3. Plus la cellule se divise rapidement, c'est la rapidité. Donc là, on arrive vers les grades 3. Les noms de cancer du sein, le plus commun, on va parler de cancer canalaire ou de cancer lobulaire. Donc ça, c'est l'endroit où est le cancer. Le sein est formé de tissus graisseux et les glandes mammaires qui font le lait s'appellent des lobules. Donc un cancer lobulaire est dans les glandes mammaires. Et les canaux qui transportent le lait, si le cancer est cet endroit-là, on parle d'un cancer canalaire.
Et si je reviens avec l'idée du in situ ou infiltrant, c'est une autre image pour vous le démontrer. Donc, un cancer du sein canalaire in situ, c'est que vraiment le cancer est dans le canal, et celui infiltrant, il y a beaucoup plus de cellules cancéreuses et elles ont commencé à sortir des canaux. D'autres types de cancer, on fait certaines analyses. Souvent, on va parler de cancer hormonodépendant ou cancer qui n'est pas hormonodépendant. Ces analyses-là, en fait, c'est qu'au départ, il y a plusieurs années, on pensait que tous les cancers du sein étaient de la même origine, on les traitait de la même façon. Maintenant, on fait de plus en plus d'analyses pour faire les différences entre les cancers pour permettre des traitements beaucoup plus ciblés, beaucoup plus efficaces. Donc, un cancer hormonal positif, hormonodépendant, c'est que à la pathologie, encore une fois, à l'analyse, on regarde s'il y a des récepteurs d'hormones, d'estrogène ou de progestérone. Ces hormones-là nourrissent la tumeur. Donc, si les récepteurs sont sur la tumeur, donc estrogène positif, progestérone positif, la tumeur est nourrie par les hormones. On peut donner des traitements en fonction de ça. Je vais y revenir. On regarde aussi le HER2, qui est une protéine qui sert aussi à alimenter les cellules, à la croissance cellulaire. Donc, plus qu'il y a de protéines HER2, plus la tumeur va grandir rapidement. Donc, on peut avoir des récepteurs d'HER2 ou non. Un cancer triple négatif, c'est un cancer qui n'a pas de récepteurs hormonaux, donc ni d'estrogène ni de progestérone, et qui n'a pas non plus de récepteurs HER2. Donc, ce n'est pas une tumeur qui est nourrie par ces éléments-là. C'est des tumeurs qu'on va présentement traiter à la chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, mais qu'on ne peut pas utiliser d'autres traitements comme les traitements hormonaux parce que la tumeur ne répond pas à ça. C'est souvent des tumeurs un peu plus difficiles à traiter. Par contre, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de recherche. D'ailleurs, aujourd'hui, Morag Park va vous parler de nouvelles thérapies ciblées pour le cancer du sein triple négatif. D'autres sous-types que je n'irai pas en détail, mais sachez que de plus en plus, on va de plus en plus loin à déterminer les différences entre les cancers du sein et il y a beaucoup de recherches pour déterminer des nouveaux traitements. Et il y a aussi des types de cancers moins communs, inflammatoires, métaplasiques, médulaires. Vous pouvez trouver de l'information en ligne sur ces cancers-là. Ils sont beaucoup plus rares. Ils arrivent à différents âges, mais le point important, c'est que plus on définit votre cancer, plus on peut cibler un traitement particulier à ça. Est-ce qu'on peut modifier son risque? Je vous disais au départ que le cancer, en grande partie, est une accumulation d'erreurs génétiques. Mais oui, vous pouvez modifier votre risque parce que quand on parle de multifactoriel, on parle aussi l'alcool, l'obésité, l'exercice, sont tous des facteurs qui peuvent moduler votre risque. Même si on fait tout ça, on n'aura jamais un risque à 0, mais on peut quand même moduler notre risque de cancer du sein. Il y a certains facteurs qu'on ne peut pas changer. Donc, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Donc, le fait d'être une femme, on est à risque. Les erreurs génétiques s'accumulent parce qu'on vieillit. Le plus grand facteur, c'est le vieillissement pour tous les types de cancers. Donc, on ne peut pas changer notre âge. Si j'ai déjà eu un cancer du sein, le risque que j'en ai un deuxième est augmenté. Si j'ai des antécédents familiaux, donc si ma mère ou ma sœur ont eu un cancer du sein, mon risque est légèrement augmenté comparé à quelqu'un qui n'a pas d'antécédents familiaux. S'il y a une prédisposition héréditaire dans ma famille, je vais y revenir un peu plus tard, donc là, mon risque est clairement augmenté. La densité mammaire élevée, on en parle beaucoup, c'est des seins qui ont beaucoup plus de glandes mammaires et ça augmente le risque de cancer du sein, donc on doit faire des suivis légèrement différents. Et les facteurs hormonaux, donc les menstruations, l'âge de la ménopause, le temps d'exposition à l'estrogène sont des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Où vous pouvez modifier, c'est la prise d'hormones après la ménopause. Il y a des bénéfices à la prise d'hormones. Il y a aussi certains risques selon si on prend les hormones plus de 5 ans ou plus de 10 ans. C'est important d'en parler avec son médecin pour arriver à un bon équilibre entre les bénéfices et les risques de l'hormonothérapie. La prise de poids, particulièrement après la ménopause, est un facteur clair du risque de cancer du sein chez la femme. On croit que 4 des cancers du sein seraient liés à la consommation d'alcool. Avoir des grossesses avant 35 ans, allaiter ses enfants si c'est possible, diminue le risque de cancer du sein. L'exercice, 4 heures d'exercice par semaine pourrait diminuer de 30 à 40 notre risque de cancer du sein. Donc ça, c'est des endroits où on peut agir. Dans les types de traitements, on parle de chirurgie, donc on enlève la tumeur et la région alentour. On parle de radiothérapie où on va utiliser de la radiation pour traiter, détruire la tumeur. La chimiothérapie, donc
à l'intérieur du corps au complet, le traitement, parce qu'il y a des cellules qui se promènent. Quand je parlais tout à l'heure, quand on parle de cancer infiltrant ou de risque de cancer infiltrant, on va aller un peu plus loin. L'hormonothérapie, donc quand on parle des récepteurs hormonaux, estrogène, progestérone, on utilise le tamoxifène ou le raloxifène. Et en fait, cette thérapie-là bloque les récepteurs, donc on empêche la tumeur d'être nourrie par les hormones. Un autre traitement hormonal, par exemple, les inhibiteurs d'aromatase, au lieu de bloquer les récepteurs, on bloque votre production d'estrogène dans votre corps. La thérapie ciblée, Jean-Yves Masson va nous en parler tout de suite après. La thérapie ciblée, la médecine de précision que vous entendez de plus en plus parler, c'est là, c'est réel. Le Herceptin, d'ailleurs, c'est un des traitements au départ, où on traite les tumeurs qui sont HR2 positives avec le Herceptin. Ça l'aide à détruire la tumeur. Les inhibiteurs de PARP, qui sont utilisés lorsqu'il y a dans la tumeur ou chez la personne une mutation BRCA1 ou BRCA2. Le PIK3CA, qui est un autre gène qui peut être impliqué dans le cancer du sein. S'il y a une mutation de PIK3CA dans le gène, on peut utiliser un médicament qui s'appelle le Piqray. Donc, tout ça est vraiment efficace à aider à détruire les tumeurs. Et les nouvelles thérapies aussi, on va parler d'immunothérapie, transplantation de cellules souches et des vaccins anticancéreux. Tout ça, c'est dans l'idée de aider votre système immunitaire à mieux combattre le cancer. Le Keytruda est quelque chose qui va aider votre système immunitaire à mieux attaquer le cancer. Le CAR-T, qui n'est pas encore beaucoup utilisé en cancer du sein, c'est on prend des cellules blanches, on leur donne de l'information pour mieux reconnaître la tumeur spécifiquement. La transplantation de cellules souches, ce n'est pas utilisé beaucoup en cancer du sein, mais c'est le même principe. Et les vaccins anticancéreux, on va avoir une discussion à ce sujet-là également aujourd'hui par Marie-Claude Bourgeois-Daigneault. La génétique du cancer du sein, en fait, c'est environ 10 de tous les cancers qui sont vraiment héréditaires. Et quand on parle d'hérédité, on parle d'une prédisposition génétique, et c'est le mot prédisposition, ce n'est pas des gènes qui donnent le cancer, mais c'est vraiment une prédisposition qui est transmise de génération en génération, où ces personnes-là sont à risque vraiment accru de développer certains types de cancers, dont le cancer du sein, souvent à un âge plus jeune. Et quand je parle de risque accru, le risque de la population générale est de 12 une femme sur 8. Chez une femme porteuse BRCA1 ou BRCA2, par exemple, le risque est de plus de 60 donc vraiment des risques plus élevés. Mais ça demeure la minorité des cancers. Il y a une partie de cancer du sein qu'on va classer comme étant familiaux, où on voit plus de cancers que ce qu'on s'attend de façon aléatoire. Par contre, quand on fait des tests génétiques, on ne trouve pas de prédisposition héréditaire chez ces gens-là, donc on n'a pas d'explication claire. Et donc, on demeure avec la majorité des cancers qui arrivent pour tous les autres facteurs que j'ai nommés tout à l'heure et pour lesquels on n'a pas nécessairement de facteurs héréditaires, mais sur lesquels on peut agir avec d'autres facteurs. Donc, la majorité des cancers ne sont pas héréditaires, mais ils sont quand même d'origine génétique. Et parce qu'il y en a tous des facteurs génétiques qui aussi modulent notre risque, mais pas autant que les BRCA, par exemple, il y a des études en ce sens-là. Jacques Simard va vous en parler un peu plus tard aujourd'hui. Encore là, on parle de médecine personnalisée où on peut utiliser l'information génétique pour reclassifier votre risque, vous dire, bien, vous êtes peut-être un petit peu plus à risque que quelqu'un d'autre, commencez les mammographies plus tôt. Donc, on va en entendre parler plus tard aujourd'hui. Revenons au cancer du sein héréditaire. Pourquoi c'est important, même si c'est une toute petite partie de tous les cancers du sein, c'est que ces cancers-là arrivent jeunes. Donc, si vous vous posez la question si vous êtes à risque de cancer héréditaire, ce que vous devez regarder, est-ce que les cancers du sein sont jeunes dans votre famille, donc en bas de 50 ans? Est-ce que vous voyez d'autres types de cancers dans votre famille qui sont plus rares, comme les cancers de l'ovaire, le cancer du sein chez l'homme, le cancer du pancréas? Est-ce que vous avez eu 2 cancers du sein ou un cancer du sein et un cancer de l'ovaire chez la même personne? Est-ce qu'il y a déjà une mutation familiale connue? Et certains groupes ethniques, par exemple, dans la population générale, on estime que c'est une personne sur 200 qui est porteur d'un gène BRCA1. Chez la population juive ashkénaze, c'est une personne sur 40.
Le plus important, c'est regarder toujours des deux côtés de la famille. On a tendance d'associer les cancers du sein parce que c'est féminin du côté de notre mère maternelle, mais les prédispositions héréditaires peuvent être transmises par notre père. Donc, il faut aussi regarder si on a des cousines, des tantes du côté paternel avec des cancers du sein jeunes. Il faut y penser. Parce que ce qu'on fait chez ces gens-là, c'est qu'on va commencer des mammographies, par exemple, à l'âge de 30 ans au lieu d'à l'âge de 50 ans. On va ajouter d'autres suivis au niveau de l'ovaire. Et on a des options pour certains gènes d'enlever les tissus avant de développer un cancer, donc des mastectomies ou d'enlever les ovaires de façon prophylactique avant le cancer. Si vous voulez plus d'informations, on a une section sur le site de la Fondation sur la génétique. On a les lignes directrices qui changent à chaque année, donc vous pouvez revoir à chaque année si vous êtes quelqu'un qui est porteur d'une mutation génétique. Les gènes liés au cancer du sein sont décrits avec les risques et aussi les lignes directrices de prise en charge. Et on a aussi une série de vidéos éducatives et de témoignages qui sont en ligne allant des tests génétiques jusqu'au cancer du sein chez l'homme. Il y a une vingtaine de vidéos et de témoignages. Je vous remercie. Bien, merci, c'était limpide. Oui, c'était très clair, très intéressant également. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Vous les envoyez dans la fenêtre de clavardage. Ils me sont transmises, elles me sont transmises en temps réel, donc il n'est pas trop tard. Si vous avez une question, vous pouvez lui poser tout de suite. Et j'en ai déjà quelques-unes. J'irai tout de suite avec quelqu'un qui se prénomme Émilie, qui demande quelle est la première étape pour évaluer son risque. Donc, regarder ses antécédents familiaux. Oui. Je pense que c'est la première étape. C'est Comme pas toujours vient de facile. voir, oui. C'est ça, c'est pas toujours facile. On les connaît toujours pas bien. Des fois, les dynamiques familiales fait que les gens en parlent pas. Le cancer demeure quelquefois tabou. Nos tantes plus loin veulent peut-être pas nous dire qu'elles ont eu un cancer du sein. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est la première étape là, pour voir au niveau héréditaire. Pour ce qui est des autres risques de la population générale, à ce moment-ci, c'est plus difficile à évaluer. Par contre, les projets comme Jacques Simard, ce qui va parler cet après-midi, va faire partie éventuellement des outils qu'on va avoir. Donc, je pense que c'est le gros bon sens, bien manger, faire de l'exercice. Ouais. On en demeure encore à avoir des bonnes habitudes de vie aussi à ce moment-ci. Puis ça a plein d'autres bénéfices aussi. Tout à fait. Pourquoi pas? Louise demande, ça vient tout juste de rentrer, est-ce que le cancer du péritoine peut être dans la famille du cancer du sein? En fait, c'est dans la famille des cancers de l'ovaire. Et les cancers de l'ovaire, au niveau de l'hérédité, sont souvent associés avec les gènes de prédisposition au cancer du sein. Donc oui, il peut y avoir un lien entre les deux, effectivement. Très bien. Si vous permettez, je pense qu'on a encore le temps pour une autre. José demande, comment savoir si je suis porteuse du gène s'il n'a jamais été exprimé dans ma famille? Bien, s'il n'a jamais été exprimé, est-ce que... Là, la question, il y a peut-être besoin d'une nuance. Si j'ai jamais été exprimé, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux? Si c'est le cas, effectivement, dans les dernières années, on pense que 30 à 40 des gens porteurs d'une mutation génétique héréditaire n'ont pas nécessairement les antécédents familiaux. Donc, j'ai mentionné jeunes cancers, beaucoup de cancers dans la famille. Donc, on sait qu'on manque des gens. À ce moment-ci, par contre, dans le système public, on reste avec ces critères-là pour les identifier. Donc, on retourne toujours vers les antécédents familiaux. Ou si on a eu un cancer du sein, on répond à ces critères-là, on peut parler à notre médecin pour être envoyé en génétique pour avoir un test. Bien, super, c'était limpide. Et puis, bon, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions à tout le monde et pas nécessairement quand ils sont là. Si vous posez des questions dans le clavardage, bon, on va leur poser les questions puis on va vous répondre éventuellement. Merci infiniment, c'était vraiment super intéressant. Donc, c'est au tour du docteur Jean-Yves Masson, qui est professeur au CHU de Québec, au Centre hospitalier universitaire, qui est affilié à l'Université Laval. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en réparation de l'ADN et approche thérapeutique du cancer. Le docteur Masson a reçu également le Grand Prix scientifique de la Fondation Cancer du sein, donc félicitations, bravo. Il va nous parler des avancées en médecine de précision et les inhibiteurs du PARP. Alors, prenez place ici et on vous écoute. Donc, bonjour, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de présenter nos travaux sur les avancées en médecine de précision et les inhibiteurs de PARP. Premièrement, j'aimerais dédier ce prix à toute mon équipe de jeunes surdoués, en fait, des gens qui viennent de partout dans le monde, France, Espagne, qui ont joint mon équipe et qui a permis de comprendre, en fait, quelle était la fonction d'un gène qui s'appelle PALB2. Et comme vous pouvez voir, j'ai
Ma plaque d'immatriculation, en fait, est PALB2, ce qui montre bien mon attachement à ce gène de cancer du sein. Donc, le plan de présentation, je vais vous parler de l'ADN au cœur de la médecine personnalisée. Ensuite, les systèmes de réparation d'informations génétiques et ensuite les inhibiteurs de PARP. Donc, on a entendu beaucoup parler de l'ARN ces derniers temps, donc l'ARN avec la COVID. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'informations génétiques, l'ADN, en fait, qui est au cœur de notre patrimoine génétique. En fait, c'est un peu comme un livre d'instructions. Et l'ADN est composé de différentes bases, donc ACGT, donc adénine, cytosine, thymine et guanine. Et ça forme une structure qui est sous forme d'hélice et qui a été découverte par Francis Crick, James Watson et aussi Rosalind Franklin. Et lorsqu'ils ont découvert cette structure-là, les scientifiques pensaient que c'était une molécule très, très stable. En fait, ce matin, j'ai des mauvaises nouvelles. C'est que votre ADN n'est pas une molécule stable. Votre ADN, c'est une molécule qui est dynamique, qui peut être endommagée de toutes sortes de façons. Donc, vous n'avez rien fait de fautif. Ça se fait de façon naturelle. Et votre ADN peut avoir différents types de cassures. Donc, on a des cassures simple brin de l'ADN, donc dans le bas de la diapositive. Mais aussi, on peut avoir des cassures double brin de l'ADN qui sont des lésions extrêmement toxiques retrouvées dans l'ADN génomique. Donc, lorsque ces cassures-là ne sont pas réparées, on peut avoir des mutations génétiques. Et une mutation génétique, c'est vraiment un changement permanent de la séquence d'ADN qui constitue un gène, de sorte que la séquence diffère de celle qu'on retrouve chez la plupart des gens. Donc, par exemple, on pense ici en bas de la diapositive, si on voulait un gâteau et qu'on a une mutation génétique, le G de gâteau devient un B, ce qui donne un bateau, ce qui est complètement différent. Donc, ces mutations-là peuvent varier en taille, elles peuvent affecter un seul bloc de construction de l'ADN ou vraiment plusieurs segments du chromosome. Donc, heureusement, il y a des systèmes de réparation d'ADN, des systèmes qui vont reconnaître ces lésions. Donc, par exemple, dans le haut de la diapositive à gauche, vous pouvez voir une clé à molette qui reconnaît une base modifiée en rouge, qui permet d'enlever cette base-là et la réparer. C'est illustré aussi dans le bas de la diapositive en jaune où une base est reconnue et réparée. Il y a beaucoup de types de systèmes de réparation d'ADN. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des cassures simple brin et double brin de l'ADN. Et dans le cas d'une cassure simple brin, c'est un seul brin qui est endommagé. Et la protéine PARP1, qu'on va parler aujourd'hui, reconnaît ces lésions-là et permet de réparer les cassures simple brin. Dans le cas des cassures double brin, on a les protéines BRCA1, BRCA2 et PALB2 qui vont reconnaître ces lésions-là. Et elles vont enclencher un processus qu'on appelle recombinaison homologue. Donc, la recombinaison homologue est un processus qui répare de façon fidèle les cassures double brin dans l'ADN. Les gènes BRCA1, PALB2 et BRCA2 sont bien connus aujourd'hui. Dans le cas de BRCA1, Angelina Jolie avait des mutations dans BRCA1. Sa mère est d'ailleurs décédée du cancer ovarien. Elle a décidé de faire une mastectomie radicale suite à ces mutations-là. Ce qui est commun entre ces gènes-là, c'est que le niveau de risque pour le cancer du sein est très élevé lorsqu'on a des mutations dans BRCA1, BRCA2 ou PALB2. Nous, dans notre équipe, on s'est acharné à comprendre quelle était la fonction biologique de PALB2. Et on a découvert que PALB2 était capable de coordonner les fonctions biologiques de BRCA1 et BRCA2. Donc, PALB2 est un peu, je dirais, le milieu d'une sandwich entre BRCA1 et BRCA2. Donc, c'est une protéine qui lie ces deux protéines-là. Et on a découvert que s'il y avait des mutations dans PALB2, on peut avoir une augmentation du risque de près de 8 fois pour le cancer du sein. Donc, ce complexe-là de toutes les protéines, BRCA1, PALB2 et BRCA2, permet de réparer l'information génétique. Donc, quelles sont les conséquences d'une mauvaise réparation d'ADN? Donc, comme il a été indiqué précédemment,
On part avec une cellule normale et s'il y a un événement, par exemple une toxine, ça peut venir de la cigarette, ou des composés réactifs de l'oxygène qui sont faits naturellement dans les cellules, on crée des dommages à l'ADN, des cassures double brin. Ceci ne veut pas dire nécessairement que la cellule va devenir cancéreuse, parce que la plupart du temps, les cellules meurent par apoptose. Mais lorsque ces mutations-là sont gardées dans les cellules, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir développement, en fait, des cellules en tumeurs cancéreuses. Donc, comment on peut cibler ces tumeurs cancéreuses-là? Donc, on sait que, par exemple, les cancers sont tous différents, mais aussi que les gens sont tous différents. Donc, d'où vient la médecine de précision ou la médecine personnalisée, où le but est d'utiliser le bon médicament pour le bon patient? Donc, on voit ici, par exemple, les personnes à différentes couleurs. Et ça représente en fait leur profil génétique qui est différent. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre des médicaments, des bons médicaments qui vont être compatibles avec le profil génétique, ce qui va amener un traitement efficace. Donc, la grande question ici, c'est si nous avons des mutations dans BRCA1, BRCA2 ou PALB2, comment tuer les cellules cancéreuses de façon exacte? Donc, d'où vient la médecine de précision et les inhibiteurs de PARP? Donc, en 2010, on a fait une grande découverte. On s'est rendu compte que les cellules PALB2 déficientes étaient très sensibles aux inhibiteurs de PARP. Donc, pour faire ça, on a fait des courbes de survie qui sont en fait à gauche sur la diapositive. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une concentration croissante de composés et on regarde quelle est la survie de la cellule suite à ce traitement. Donc, les cellules PALB2 déficientes en rouge étaient très, très sensibles, alors que les cellules saines étaient peu affectées par le traitement aux inhibiteurs de PARP. Donc, au départ, cette découverte-là était un petit peu dans l'ombre parce que les gens pensaient que PALB2 n'était pas un vrai gène de prédisposition du cancer du sein. Mais en 2014, a été publiée une étude montrant que plusieurs personnes, en fait, qui portaient les mutations PALB2 avaient des chances de développer un cancer du sein à 70 ans. Donc, 48 des chances de développer un cancer du sein à 70 ans, ce qui est énorme. Donc, maintenant, j'aimerais expliquer qu'est-ce que c'est un inhibiteur de PARP, comment ça fonctionne. Donc, la PARP, comme je vous indiquais, est une protéine qui permet de réparer les cassures simples brins de l'ADN. On peut le voir comme un policier de l'ADN. Et la PARP, une fois qu'elle se fixe aux cassures, elle va faire un très long polymère de polyadépéribose en bleu. Et c'est vraiment ce polymère-là qui est nécessaire à sa fonction biologique. Le polymère va recruter d'autres enzymes de réparation pour permettre une réparation efficace. Donc, PARP, c'est pour polyadépéribose polymérase. Donc, comment on peut l'inhiber? En fait, les scientifiques ont développé des petites molécules qui étaient capables de se fixer dans le site actif de la protéine. Donc, grosso modo, lorsque l'inhibiteur de PARP se fixe sur la PARP, donc l'inhibiteur en gris ici sur la PARP n'est pas capable de former son long polymère, ce qui fait que les cassures simples brins de l'ADN ne sont pas réparées. Et lors de la division cellulaire, les cassures simples brins sont transformées en cassures double brin de l'ADN qui sont extrêmement toxiques. Donc, le principe d'utilisation des inhibiteurs de PARP réside dans cette diapositive. Donc, dans une cellule normale, BRCA1, BRCA2 et PALB2, on va avoir ces protéines-là fonctionnelles. Donc, lorsqu'une cassure simple brin est produite et qu'on inhibe la PARP, il va y avoir accumulation de cassures double brin. Mais étant donné que BRCA1, BRCA2 et PALB2 sont actifs, on peut avoir une réparation de l'ADN efficace. Par contre, dans une cellule tumorale qui est mutée maintenant en BRCA1, BRCA2 ou PALB2, lorsqu'on met les inhibiteurs de PARP et qu'on a accumulation des cassures double brin de l'ADN, ceci va amener vers une mort cellulaire vraiment sélective dans les cellules qui sont mutées en BRCA1, BRCA2 ou PALB2. Donc, il existe maintenant plusieurs inhibiteurs de PARP générés par différentes compagnies pharmaceutiques.
le plus connu, le Laparib. Ces inhibiteurs-là de PARP sont utilisés dans plusieurs essais cliniques. Maintenant, on a plus de 300 essais cliniques en cours avec les inhibiteurs de PARP. Et ils diffèrent vraiment par leur efficacité à inhiber la PARP, mais ils fonctionnent un peu tout de la même façon, c'est qu'ils vont se fixer dans le site actif de la protéine pour inhiber la formation du long polymère que je vous ai montré. Donc, je voulais vous présenter aussi quelques résultats de phase clinique. Donc, ici, on a un résultat de l'essai solo du cancer de l'ovaire. Et à 3 ans, on a pu voir que l'Olaparib permettait une non-progression de la maladie pour 70 des patientes comparativement au placebo. Et dans l'essai Embraca, en phase 3, il y a quelques années, ici, on compare à une thérapie standard. Il y a également un bénéfice pour les patientes qui ont été traitées avec le talazoparib. Ici, c'était une étude de 431 patientes dans 16 pays. Il y a maintenant encore plus d'essais cliniques qui montrent que les inhibiteurs de PARP ont un effet bénéfique pour les patientes, mais aussi permet une meilleure qualité de vie. Mais comment identifier les mutations qui peuvent répondre aux inhibiteurs de PARP? Donc, on sait que la barrière de 1 000 $ pour séquencer un génome entier, c'est-à-dire l'entièreté de vos gènes, a été franchie en septembre 2015 par Veritas Genetics, ce qui amène vraiment un très grand progrès dans la recherche. Donc, on a créé une collaboration internationale avec le groupe de Jacques Simard pour identifier les mutations d'acidification inconnues, spécifiquement dans les gènes de prédisposition au cancer du sein. Donc, on travaille avec Fergus Couch à Mayo et également plusieurs collègues de partout dans le monde. Donc, on identifie beaucoup de mutations dans PALB2 qu'on peut voir ici. Ces mutations-là sont vraiment des changements. Je vous donnais l'exemple du gâteau qui devient un bateau. C'est un peu la même chose. Donc, les positions que vous voyez ici dans PALB2 peuvent être changées par des mutations. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les mutations ne sont pas toutes équivalentes. Vous savez, une mutation, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez développer un cancer. Donc, par exemple, la mutation G998, donc une mutation à la position 998 de PALB2, est totalement bénigne. Et ceci ne donne aucune réponse aux PARP inhibitors, aux inhibiteurs de PARP. Alors que la mutation L35P, qui est délétère, donne une excellente réponse aux inhibiteurs de PARP. Donc, notre but ici, c'est vraiment d'être capable de classifier toutes les mutations retrouvées dans PALB2 et de voir quelle est la réponse aux inhibiteurs de PARP, mais aussi la réponse aux agents chimiothérapeutiques conventionnels. Donc, ceci va nous permettre de dire, premièrement, orienter la prise en charge clinique, donc de dire aux patientes s'il y a une réponse aux inhibiteurs selon le type de mutation qu'elles ont dans leur ADN génomique ou elle n'a pas de réponse. Donc, ceci fait partie de la médecine personnalisée qui permet vraiment de bien orienter les traitements. Ceci dit, ma recherche est en grande partie fondamentale, donc c'est vraiment dans la compréhension de l'effet biologique de ces mutations-là sur la fonction des gènes de prédisposition au cancer du sein. Sur ça, j'aimerais remercier mes collègues, donc bien sûr Jacques Simard, avec qui on collabore tous les jours à l'Université Laval, Guy Poirier, qui a travaillé durant 35 ans sur la PARP et qui m'a donné sa passion pour la compréhension de la PARP, les inhibiteurs de PARP, tout mon groupe, les organismes subventionnaires, mais également la Fondation du cancer du sein du Québec. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ça va me faire plaisir de prendre des questions. Bien, justement, j'en ai. Oui. Il y en a qui s'écrivent live là, sur ma tablette. Okay. Louise, encore, qui a une question, mais je vais commencer par Sylvie, qui demande dans le cadre de mutation, et là, j'espère que vous allez comprendre, parce que moi, je comprends. Dans le cadre de mutation comme PTEN, TP53
FGFR1 et SR1. Quels sont les traitements ciblés actuels ou prometteurs pour le futur? Bon, c'est difficile de dire parce que, bon, on parle de plusieurs gènes ici différents, mais dans le cas de P53, TP53, c'est un gène qui est muté dans 50 de tous les cancers. Okay. Donc, selon le type de cancer dans lequel il est muté, il va y avoir des traitements qui sont différents. Donc, la mutation est importante, mais aussi dans quel contexte on retrouve cette mutation-là. D'accord, donc il faut se renseigner sur chacune des mutations. Oui, c'est ça, exactement. Louise, donc, demande, est-ce que les hommes peuvent avoir ce type de cancer, PALB2? Oui, effectivement. Au départ, on ne pensait pas que l'homme pouvait avoir le cancer du sein, mais c'est bien documenté maintenant. Ben oui, moi, j'ai un oncle qui l'a eu et qui en est malheureusement décédé. Okay. Mais donc, ça fait partie du faible pourcentage. Ouais. Exactement. Donc, c'est un faible pourcentage. Normalement, c'est les gens qui sont un petit peu plus âgés, là, 70 ans ou plus. Mais oui, absolument, c'est possible. Puis c'est traitable aussi avec les inhibiteurs de PARP. D'accord. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux autres questions. Oui. Et puis, comme je vous le disais, vous pouvez continuer à écrire dans le clavardage et puis on posera les questions, on les transmettra au Dr Masson et aux autres. Réjeanne demande, quelle est la prochaine étape dans l'étude des inhibiteurs PARP? Je pense que c'est de les rendre encore plus efficaces. Okay. Donc, on sait que le talazoparib est plus efficace, 100 fois plus efficace que le laparib. Le problème, c'est que c'est très toxique dans les cellules. Donc, la toxicité est plus élevée. Donc, c'est les rendre les plus efficaces. Il n'y a pas seulement une PARP aussi dans la cellule, il y a 18 PARP. Donc, être capable de cibler seulement la PARP 1 et non la PARP 2, par exemple. Donc, les rendre plus ciblées, plus efficaces et moins toxiques, je dirais, c'est ça, c'est le grand défi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la PARP fait beaucoup de fonctions biologiques. Donc, on commence à utiliser les inhibiteurs de PARP dans d'autres contextes que ce que je vous ai parlé, donc avec d'autres mutations. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour les inhibiteurs de PARP dans le traitement contre le cancer. Très bien. Merci beaucoup. Encore une fois, c'était très intéressant la présentation. J'ai appris plein de choses. Pour terminer, Isabelle demande à quelle catégorie de traitement appartiendrait cette nouvelle thérapie, entre parenthèses, chimiothérapie? La chimiothérapie, normalement, c'est une thérapie conventionnelle. Ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est la médecine personnalisée. Donc, on serait beaucoup plus dans la médecine de précision en utilisant le statut génétique pour donner les inhibiteurs de PARP. Bien, Dr Masson, merci beaucoup. Puis félicitations encore. Merci, ça me fait plaisir.